Bonjour et bienvenue à cette émission du 13 mars 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, l'AMRC propose deux activités dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Une conférence sera présentée au mois d'avril au site patrimonial de pêche Matamadja. C'est aussi la saison où on cherche des logements, donc on va faire attention aux pièges. On rediffuse aussi une chronique sur les impôts. Il y aura aussi l'agenda culturel, comme à toutes les semaines, mais tout d'abord, on va voir les actualités matapédiennes. C'est maintenant le temps de vos actualités matapédiennes. L'Union des municipalités du Québec presse le gouvernement provincial de faire de l'itinérance une priorité nationale. Réunis cette semaine, les membres du comité sur l'itinérance ont discuté de plusieurs enjeux, notamment le financement des municipalités et des organismes communautaires, la gestion des campements et les besoins en hébergement. L'UMQ demande au gouvernement d'assurer des investissements prévisibles pour les 5 prochaines années et de disposer de données à jour afin de mieux suivre l'évolution de la situation. Selon les élus municipaux, sans intervention majeure, le phénomène risque de continuer de s'aggraver dans plusieurs villes du Québec. La Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture se déroulera du 15 au 21 mars partout au Québec. L'Union des producteurs agricoles et la CNESST profitent de l'occasion pour rappeler l'importance de la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans le milieu agricole. Cette année, la campagne met particulièrement l'accent sur les risques psychosociaux comme le harcèlement, la violence ou les événements traumatiques en milieu de travail. L'objectif est de promouvoir des milieux agricoles plus sains et sécuritaires en misant sur la communication, la prévention et la participation de tous les travailleurs. Le secteur des pêches du Québec obtient une bonne nouvelle. Le gouvernement fédéral amorcera des négociations pour renouveler le Fonds des pêches du Québec pour 5 ans. Ce programme, lancé en 2019, a déjà permis de financer près de 200 projets dans l'industrie grâce à une enveloppe de plus de 40 millions de dollars. Les fonds soutiennent notamment l'innovation et la modernisation des entreprises du secteur. Plusieurs acteurs de l'industrie avaient récemment demandé son renouvellement dans un contexte d'incertitude économique et de défis importants pour les pêcheries. La région de la Matapédia est secouée par 2 drames survenus en moins de 24 heures. D'abord, la communauté a appris le décès de Nicolas Demers, un homme de 43 ans originaire de Sébec, victime d'un accident de motoneige survenu le 5 mars en après-midi dans un sentier fédéré du secteur du lac Gauthier à Sainte-Irène. Les services d'urgence ont été appelés rapidement, mais malheureusement, son décès a été constaté à la suite de l'impact. Ensuite, dans la nuit du 5 au 6 mars, un incendie mortel a également frappé la municipalité de Saint-Tarcisius. Le sinistre est survenu dans une résidence du 3e rang nord. À l'arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà dans un embrasement généralisé. Les casernes d'Amqui, de la Côte-Saumon et de Valbriand sont intervenues avant que celles de Côte-Abscale ne prennent le relais en matinée. Dans ce drame, Caroline Leclerc, 34 ans, et sa fille Lily, âgée de 3 ans, ont perdu la vie. Le père de famille, Michel Fuguère, a tenté de retourner dans la maison en flammes pour les sauver après avoir reçu un appel de détresse de sa conjointe. Mais il n'a malheureusement pas réussi à les sortir de la résidence. Ces 2 tragédies ont profondément ébranlé la communauté matapédienne où de nombreux messages de soutien et de solidarité ont été exprimés au cours des derniers jours. La MRC de la Matapédia propose 2 activités dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. J'ai été à la rencontre d'Isabelle Pinard afin d'en discuter et avoir tous les détails. Bonjour Isabelle, merci beaucoup de nous recevoir. Il va y avoir des activités présentées dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette semaine-là? Oui, en fait, c'est une semaine thématique qui existe quand même depuis plusieurs années au Québec. C'est sûr qu'au départ, ça touchait plus la région montréalaise, mais avec les années, ça s'est répandu à travers tout le Québec. Puis il y a maintenant beaucoup d'organisations qui organisent des activités dans le cadre de la semaine.
OK. Mais pourquoi c'est important pour une région comme la Matapédia vraiment de participer à cette semaine-là? Bien, c'est important pour nous parce qu'on a pris, dans le fond, l'implication de vouloir travailler sur notre mieux vivre ensemble, puis sur l'accueil, favoriser un meilleur accueil, une meilleure intégration pour les nouveaux arrivants. Puis on sait que depuis quelques années, le portrait démographique a changé dans notre région. On en accueille davantage de personnes, entre autres issues de l'immigration ou qui ont aussi, qui peuvent faire partie de minorités ethno-culturelles. Donc, on veut favoriser justement le meilleur vivre ensemble possible dans la région. Donc, on se dit que d'organiser des activités dans les semaines thématiques, bien, ça donne des belles occasions d'échanger sur le sujet puis d'aller plus loin là-dedans. Puis de quelle façon la MRC travaille vraiment au quotidien pour favoriser ça, l'inclusion des gens venus de l'extérieur? Oui, bien, on a quand même plusieurs actions qui sont réalisées, puis plusieurs outils qui ont été faits dans les dernières années. Dans les outils, je pense entre autres à toutes les fiches, les guides d'accueil qui peuvent être mis au nouveau, justement, lorsqu'ils arrivent pour les aider à mieux comprendre comment ça fonctionne aussi sur le territoire avec les organisations et tout ça. Mais on fait aussi des activités, on fait de la sensibilisation, de la formation, des ateliers, puis on organise aussi plusieurs activités au courant de l'année. Entre autres, par exemple, les gens connaissent beaucoup le rendez-vous Bouffez-nous, où les gens peuvent échanger des fois des recettes. Puis les semaines thématiques, comme le mois de l'histoire des Noirs là, en février. Puis en novembre, il y a une autre semaine qui est la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Souvent, il y a des activités qui sont organisées pendant ces semaines-là. OK. Là, tu vas proposer 2 activités, donc dans le cadre de cette semaine-là, ou la MRC plutôt, va les proposer. Mais tu es beaucoup derrière ça, on peut dire que c'est toi aussi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces activités-là? Oui. Oui, bien, on a 2 belles activités dans la même fin de semaine. On débute vraiment la semaine d'action contre le racisme. La première activité, c'est un point par point, avançons ensemble. C'est une activité qu'on a la chance d'organiser en collaboration des cercles de fermières de la région. Donc, c'est une nouvelle collaboration. On est vraiment très heureux de cette activité-là. On ne cachera pas, là, on s'est inspiré d'une autre région au Québec qui avait fait un tricoton. Eux, dans leur cas, ils apprenaient à tricoter. Mais justement, au fil des discussions avec, entre autres, Mme Thérèse Rioux, là, qui est comme une grande bénévole qui est connue au niveau des cercles de fermières et qui a souvent aussi donné des cours, elle me disait, ben tu sais, apprendre à tricoter, ça peut être des fois complexe, ça demande plus de matériel. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer et la technique qu'on va apprendre le 21 mars, c'est la technique de la carte brodée. Okay. Donc, c'est quelque chose de plus accessible, qui demande moins de matériel. Ça veut donc dire aussi que nous, on peut fournir le matériel aux gens. Puis les gens qui n'auront pas complété ou qui veulent terminer à la maison ou faire d'autres projets pourront repartir aussi avec du matériel. Donc, c'est facilement accessible, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin de savoir broder du tout. Non. Puis, on n'a pas besoin d'apporter de matériel non plus. Non plus. Puis, l'activité est vraiment faite pour qu'il y ait des gens qui vont être sur place pour vous montrer comment on fait. Donc, ça va être un beau moment aussi pour s'asseoir, prendre son temps, échanger aussi avec les gens avec qui on va être en équipe d'une certaine manière parce qu'on va s'asseoir par table. Donc, ça devrait être intéressant. Ouais. Aussi, il y a une autre activité qui va être une présentation d'un film. Donc, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui, ça, c'est une belle collaboration aussi avec le Ciné-Club Cinéma Figaro. Le film qu'on a choisi de présenter s'appelle Dounia et la princesse d'Alep. Donc, Dounia, c'est un personnage fictif. Dounia a 6 ans. Elle est d'origine syrienne. Elle vit entourée de l'amour de ses grands-parents. Et malheureusement, Dounia, du jour au lendemain, va découvrir ce qu'est la guerre. Mais elle va le découvrir d'une manière douce, c'est-à-dire que ses grands-parents sont tellement aimants qu'ils vont vraiment faire en sorte que ça va se passer d'une belle manière pour elle. Donc, c'est étrange à dire, mais ça va être un film doux pour parler de la guerre et de l'exil, qui ne sont pas des sujets faciles non plus. Mais le film est tellement bâti de manière poétique et c'est quasiment magique, là, parce que Dounia est très attachée au conte que lui raconte sa grand-maman. Et son conte préféré, c'est celui de la princesse d'Alep. Donc, elle va vraiment
comme s'attacher à ce personnage-là de la princesse, puis elle va s'associer à elle dans son parcours d'exil qui va l'amener de la Syrie jusqu'au Canada. Okay. Donc, ça devrait être un beau film d'animation. Puis, c'est une activité qu'on fait aussi en collaboration avec Chexa, la librairie, qui vont être sur place, entre autres, pour nous aider à animer. Donc, il va y avoir un petit peu d'animation avant et après le film pour justement parler de ce qu'on aura vu, puis gérer comment justement on reçoit ça. Puis, en plus, il nous offre des prix de présence là, à la suite du film. Donc, ça devrait être ça aussi une belle activité. Ouais. Donc, si on résume, le 21 mars. Donc, le 21 mars, c'est l'activité point par point. Donc, ça débute à 13h jusqu'à 15h30. Ça va se passer à la salle du Club de l'Âge d'Or de Causa-Piscale. Il n'y a aucun frais pour s'inscrire. Par contre, comme on fournit le matériel, on demande aux gens de s'inscrire pour s'assurer d'avoir assez de matériel pour tout le monde. Il y aura un petit café, collation servi. Et pour ceux qui ça leur tente pas nécessairement de faire la technique de la carte brodée, il y aura des jeux de société sur place. Donc, ils peuvent être juste là, juste pour regarder. Puis, donc, les gens qui viennent jouer aux jeux de société, peut-être que c'est moins nécessaire de s'inscrire, mais ceux-là qui veulent broder, c'est très important. Oui, ça serait important. Puis, en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a une bénévole aussi, nouvellement arrivée, qui, à la demande des cercles de fermières, a accepté de montrer une petite technique traditionnelle de son pays. Donc, ça va être, pour conclure l'activité, ça va être super intéressant. Et pour s'inscrire, on fait quoi? Pour s'inscrire, on a juste à appeler à la MRC, donc au 88 629 2053, faire le poste 0. Puis vous dites que vous voulez participer à l'activité à Causa-Piscale pour la broderie. Oui, puis maintenant pour le film. Pour le film Dounia, donc ça va être le lendemain, le dimanche 22. Ça va être à partir de 10h. Donc on demande aux gens d'arriver à 10h. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour le film. C'est un film qui s'adresse quand même aux familles. La personnage a 6 ans, donc c'est un film quand même assez accessible, mais même pour les plus vieux comme moi, j'ai très hâte de voir l'histoire de Dounia. C'est gratuit. Donc, c'est ouvert à tous. C'est juste de prévoir si vous souhaitez acheter des petites grignotines ou quelque chose à boire, bien, ce sera à vos frais. Mais sinon, le film est en accès gratuit. Puis, comme je vous le disais, bien, il va y avoir aussi de l'animation puis des prix de présence. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Carl. Le site patrimonial de pêche Matamaja accueillera une conférence le 19 avril concernant l'affaire Colin. Donc, pour en discuter, j'ai été à la rencontre de Sarah Bérubé qui nous en parle un petit peu plus. Salut Sarah, merci beaucoup de nous recevoir ici au site patrimonial de pêche Matamaja. Oui. Il va y avoir une conférence qui s'en vient assez particulière, qui s'en vient en avril au site patrimonial. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien en fait, ça va être le 19 avril prochain à 13h30, donc un petit dimanche après-midi, relax. Ça va être animé par Pascal Alain, qui était déjà venu l'année passée donner une conférence à Matamaja. Et ça va se porter sur l'affaire Coffin, donc qui est une affaire criminelle qui s'est passée en Gaspésie dans les années 50. Donc, comme tu dis, ça remonte aux années 50. Comment est-ce que tu décrirais cette histoire-là à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Bien, en fait, l'affaire Coffin, si je la résume très rapidement, là, c'est ça, c'est en 53, il y aurait 3 chasseurs américains donc qui étaient venus dans le coin pour chasser et qui ont été retrouvés assassinés, si je ne me trompe pas, sur le bord du chemin. Donc, rapidement, ils ont décidé de cibler une personne qui était Wilfred Coffin, d'où le nom de l'affaire. Et bon, il a été exécuté en 56, si je ne me trompe pas, mais il y a beaucoup de spéculation comme de quoi il a été un peu le bouc émissaire, mais que ça n'aurait pas été la personne qui aurait nécessairement assassiné les Américains. Donc, c'est ça, il s'est beaucoup chamoyé en justice. Donc, c'est un peu tout ça que notre conférencier va nous parler. OK. Donc, c'est une affaire qui a l'air entourée de mystère, la manière que tu m'en parles. C'est ça qui fait que ça fascine peut-être encore beaucoup de gens aujourd'hui, cette histoire-là? Oui, je pense que oui. Un peu aussi, on connaît de plus en plus, désolé pour l'anglicisme, mais le true crime. Oui. Donc, justement, des mystères, des affaires soit irrésolues ou qui sont résolues un peu mystérieusement. Donc, je pense que ça rentre là-dedans, en plus d'avoir une conférence historique, ça rentre dans l'idée du true crime, je pense. On peut-tu considérer ça comme une des grandes histoires judiciaires du Québec? Je dirais peut-être que oui. Je ne sais pas si elle est tant connue, mais en effet, comprendre pourquoi est-ce que cette personne-là, finalement, a été accusée. Sinon, ça serait qui, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il n'y a pas grand monde qui peuvent le savoir, sauf les 3 Américains qui étaient là.
Le conférencier Pascal Alain s'est vraiment beaucoup intéressé à cette affaire-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va apporter de particulier dans cette conférence-là? Oui, bien Pascal, déjà, c'est un historien, donc il y a vraiment toute la méthodologie, la recherche historique, mais il a aussi écrit des livres et il participe. Il anime aussi des émissions de télévision sur le côté plus historique, mais en Gaspésie. Donc, je pense qu'il est bon un peu pour tout ce qui est animation et justement peut-être un peu théâtral, comment il va nous apporter ça. Il est un très bon conférencier, donc je pense qu'il va venir nous chercher là, dans l'audience. À qui s'adresse cette conférence-là? Faut être un passionné d'histoire vraiment pour apprécier ça? Je pense que large public, ça peut intéresser plusieurs. Oui, c'est sûr que le côté historique, c'est super intéressant. En plus, un pan de notre histoire peut-être qu'on connaît moins, mais encore une fois, les true crime, ceux qui sont passionnés là-dedans, je pense qu'ils vont trouver aussi satisfaction. Si jamais tu voudrais convaincre les gens d'assister en une phrase... En une phrase, je dirais, c'est ça, intrigue, histoire, mystère. Je pense que, comme on a dit, c'est peut-être pas l'un des mystères. Je suis partie plus que sur une phrase, mais c'est peut-être pas une histoire qu'on a tant connue au Québec, mais justement, on va venir la décortiquer, la découvrir. Parfait. Puis si... En fait, peux-tu nous rappeler les détails, si on veut y assister, ça coûte quelque chose, faut-tu réserver? Oui, bien en fait, c'est ça, c'est le 19 avril, 13h30, donc un beau dimanche après-midi, on ne sait pas quoi faire, on vient au musée. C'est au bistrot Matamaja, donc, et l'accès est gratuit. Donc, tout le monde peut venir. Pas besoin de réserver à l'avance. Donc, si le dimanche matin, ça vous tente, bien, venez-vous-en. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Super. Puis, y a-t-il d'autres activités comme ça, des conférences qu'on pourrait venir assister bientôt, qu'on peut surveiller? Oui, bien, c'est sûr que là, notre programmation, elle va sortir plus en mai. Et c'est sûr que cet été, on va avoir d'autres conférences. Mais on en a une aussi qui est organisée par la Société d'histoire de généalogie de la Matapédia. Donc, ils vont venir présenter une conférence sur l'histoire de la lutte au Québec en mai. Si je ne me trompe pas, c'est le 9 mai. OK. Bien, on va s'en reparler de ça. C'est sûr. Merci. Merci à toi. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On est dans la période de recherche de logement présentement et ça peut être quand même assez stressant. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut exiger un dépôt? Est-ce qu'on peut exiger une enquête de crédit? Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai eu avec moi Thomas Savy du Comité logement du Bas-Saint-Laurent. Thomas, merci beaucoup de nous accorder encore une fois une entrevue. On est vraiment dans le temps des logements. Puis là, je voulais qu'on aborde un autre sujet, la recherche de logement. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi la première étape quand on décide qu'on veut déménager, qu'on renouvelle pas notre bail? C'est quoi la première étape? Ben c'est ça. De un, il y a une option que les locataires ont, là, justement. C'est quand on reçoit notre avis de renouvellement. On peut accepter les modifications, on peut refuser les modifications et demeurer dans notre logement. Puis si on a l'intention de quitter, on peut aussi écrire dans cet avis-là qu'on va déménager à la fin du bail. Donc, je dirais la première chose, c'est peut-être ça, là, d'être de s'arranger pour comprendre quand est-ce qu'on va quitter le logement. Tu sais, justement, si là, on décide... Là, on est le 11 mars, là, donc les locataires vont avoir jusqu'au 31 mars si jamais ils souhaitent quitter leur logement. Puis ça, c'est pour un bail qui se renouvelle le 1er juillet. Ouais. Donc, ils vont avoir jusqu'au 31 mars pour annoncer à leurs propriétaires qu'ils vont quitter au 1er juillet. Donc, je dirais que ça serait ça. Il y a aussi, il y a une possibilité pour les locataires de briser leur bail à travers une cession de bail. Mais ça reste dans les deux cas, c'est ça, c'est de savoir un peu le temps qui va être accordé entre je l'annonce à mon propriétaire et je quitte pour que les locataires sentent qu'ils ont assez de temps pour faire une bonne recherche de logement ou bien, tu sais, pour... Ouais, je pense que c'est juste savoir le temps qu'on se laisse entre ce qu'on envoie à notre propriétaire puis, tu sais, la période de recherche de logement qu'on va avoir. Surtout qu'il y a des fois, il peut y avoir peut-être, j'imagine, des risques de se retrouver pas de logement parce qu'il y a... Bon, j'imagine que c'est de plus en plus courant parce que le logement se font rare, si je ne m'abuse pas. Là. Oui, tout à fait.
Y a-t-il des erreurs que les gens font souvent quand ils sont en recherche de logement? Ouais, ben, une erreur que je dirais qui se produit, je sais pas à quel point souvent, mais des fois on en voit passer, c'est à cause de la crise du logement, les gens sont assez désespérés pour signer un bail. Donc, il y a des locataires qui vont se faire pogner comme dans des arnaques qu'on voit. Tu sais, sur des groupes de recherche de logement, des fois, on en entend parler, on en voit passer. L'arnaque la plus fréquente, puis là, je dis ça, je sais pas, vu qu'elle est fréquente, peut-être qu'il y a comme... Ça s'est modifié parce que là, le mot s'est passé, là. Mais la plus fréquente, c'est un propriétaire qui va dire, qui est, mettons, en Abitibi, fait que pour te faire visiter le logement, ben là, il te demanderait comme un petit montant d'avance pour pas qu'il se déplace pour rien, tu sais, pas qu'il fasse la route pour rien. Puis finalement, il se déplace jamais, là. Donc, en gros, c'est ça l'arnaque, là, c'est que t'envoies un montant de comme garantie quelconque, puis finalement, tu revois jamais cet argent-là parce que le propriétaire s'est pas déplacé. Donc, il y aurait peut-être ça, de pas te donner de l'argent d'avance pour s'il y a quelque chose qui ressemble à ça qui nous est proposé. Puis sinon, c'est de vous assurer d'avoir visité le logement avant de le signer. Donc, tu sais, j'y pense parce qu'il y a un cas qui me vient en tête que j'ai fait cette semaine, là, mais tu sais, ne pas se fier juste sur des photos que le propriétaire nous envoie pour signer le bail. Puis c'est ça, tu sais, c'est malheureux parce qu'en réalité, les locataires, ils ont besoin de signer quelque chose vite parce que, tu sais, les logements, ça part, ça arrive, ça part vite. Donc, ouais, je dirais faire attention aux arnaques. OK. Puis aussi, est-ce qu'il existe des outils ou des ressources pour aider les gens qui sont en recherche de logement, surtout dans des temps comme ça où c'est plutôt difficile à trouver? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les services d'aide à la recherche de logement. Au Bas-Saint-Laurent, il y en a 3 ou 4. Puis grosso modo, c'est géré par les offices d'habitation. Donc, à Rivière-du-Loup, à Rimouski, il y a un point de service à la Matanie, puis un point de service dans la Métis. Je serais curieux, je suis pas certain, mais il me semble que le point de service dans la Métis fait peut-être la Matapédia, mais je veux pas m'avancer avec ça. Je peux te confirmer, l'office d'habitation de la Matapédia a fusionné avec Matane et Montjoli. C'est rendu... OK. Si je me trompe pas, c'est tout fusionné ensemble. J'ai pas le nom par contre, là, mais on pourrait peut-être le mettre en bas. Je vais avertir Pascal, on va mettre le nom de l'office d'habitation en bas. Ouais. Ben si c'est le cas, parce que oui, je sais qu'il y a eu des fusions. Je pense que c'est Fleuve et Vallée qui s'appelle maintenant. Si c'est le cas, dans ce cas-là, le service d'aide à la recherche de logement, c'est ça, c'est qu'il y a une personne qui est salariée, qui est là pour prendre les appels pour justement des gens qui sont proches de se retrouver à la rue ou qui ont besoin d'aide. Puis là, tu sais, c'est les personnes les mieux placées, tu sais, ces personnes-là qui travaillent dans les offices parce que c'est elles qui vont garder une liste des logements disponibles, une liste des téléphones des propriétaires de la région. Fait que ça vaut l'appel de faire l'acronyme, c'est le SARL là, qu'on appelle, fait que le service d'aide à la recherche de logement, ça vaut la peine de faire un appel au SARL si jamais on cherche. Okay. Puis là, les propriétaires aussi, de plus en plus, ils demandent pas mal les enquêtes de crédit. Des fois, ça peut pas nécessairement refléter la capacité à payer un logement ou l'honnêteté d'un locataire. Donc, y a-t-il des droits que les gens peuvent avoir, surtout quand on s'inquiète qu'on n'a pas nécessairement une cote de crédit extrême, là, donc... C'est ça. L'affaire, c'est que à défaut d'avoir une cote de crédit qui est bonne, parce qu'en effet, tu sais, on peut avoir eu une bad luck il y a quelques années, il y a quelques mois, puis même si aujourd'hui on est en capacité de payer, tu sais, ça nous suit. Donc, à défaut d'avoir une bonne cote de crédit, nous, c'est ça qu'on suggère aux locataires, c'est de vraiment démontrer leur capacité de payer. Donc, démontrer que dans leur ancien appartement, ils étaient en mesure d'honorer les paiements de leur bail, tu sais, fait que ça coûtait combien. Montrer les factures d'épicerie, les factures d'électricité, de téléphone qu'on a payé, tout ça. Donc, tu sais, de vraiment
mettre de l'avant que à tous les mois, on a des dépenses quotidiennes, puis qu'on est capable de les assumer. Puis les gens l'oublient, mais il y a aussi il est aussi possible pour les locataires d'avoir un endosseur au bail. Donc, de dire que il y a quelqu'un d'autre qui s'engage avec moi en cas de non-paiement à payer bref, les montants dus. Donc, tu sais, ça peut être une autre manière de mettre de l'avant le fait que comme le loyer, il va être payé dans les deux cas. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes seules qui n'ont pas nécessairement les contacts qui sont prêtes à être endosseurs. Ça, je le comprends, mais c'est à garder en tête si jamais c'est possible. OK. Puis aussi, dans ces recherches, dans ces enquêtes de crédit-là, les locataires, les propriétaires peuvent exiger beaucoup d'informations, des fois même des questions plus personnelles. Jusqu'à où ça a une limite, ça? Donc, peut-être, est-ce que vous avez des enfants, blablabla, les habitudes de vie de la personne. C'est quoi la limite de ce qu'un propriétaire peut exiger comme information? Ouais, ben mettons, sur les enquêtes de crédit, faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'on n'est pas obligé d'avoir plus que le nom, l'adresse. Je suis même pas certain si on a besoin de la date de naissance. Là. C'est vraiment peu. Fait que, tu sais, juste garder ça en tête. Là, si on vous demande votre numéro d'assurance sociale pour une enquête de crédit, ben c'est pas nécessaire comme information pour avoir accès au dossier de crédit. Sinon, c'est surtout important pour les locataires de savoir que il y a des règlements qui empêchent de discriminer des locataires sur des motifs de discrimination qui sont comme protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, tu sais, tout ce qui est justement la taille de la famille, l'âge, le statut d'emploi, etc., c'est illégal. Par contre, c'est ça. Le propriétaire peut décider de refuser de signer un bail si le locataire n'a pas la capacité de payer le bail. Mais il ne peut pas décider sur la seule raison que, par exemple, la personne n'a pas d'emploi. Ça serait un motif qui est reconnu à la Charte des droits et libertés, qui est celui de la condition sociale. Même chose, dans le Code civil du Québec, il y a un article qui, en particulier, parle de la grossesse ou des enfants, d'une famille, puis que c'est pas possible de refuser de signer un bail ou d'imposer des conditions au bail qui sont plus onéreuses, là, de la manière que c'est écrit. Fait que plus de conditions, grosso modo, plus chères. Simple fait qu'une personne a une famille et en grossesse, grosso modo, c'est ça. Donc, l'affaire avec ça, c'est que quand tu es en recherche de logement, c'est comment le prouver, ça. Le propriétaire peut simplement juste arrêter de te répondre, puis tu n'auras pas de preuves tangibles que tu as été discriminé sur la base âge, ethnie, en tout cas, handicap, tout ça. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment si vous avez une intuition là, qu'il se passe quelque chose, de commencer à prendre des notes, commencer à prendre des captures d'écran, puis peut-être que sur le moment, c'est vrai que ça va pas vous permettre d'avoir accès à un logement, mais sur le long terme, si vous dites, OK, là, je me suis trouvé un logement, ma situation est un peu plus stable, puis j'ai envie de faire valoir mes droits parce que j'ai subi de la discrimination, là, au moins, vous allez avoir un paquet de preuves là-dessus. Là. OK. Mais même poser la question, combien tu as d'enfants, des choses comme ça, il a le droit de le demander, mais il n'est pas obligé de le savoir, dans le fond. Il n'y a pas d'obligation à dire je vais avoir des enfants, j'ai un chum, on est 4, on est 2. Dans le fond, quand tu signes un bail, tu es obligé de dire le nombre de personnes qui vont être là? Ben c'est qu'en fait, il ne pourrait pas te refuser sur cette base-là. Okay. La seule chose, là, en fait, c'est que c'est possible de refuser comme un nombre de personnes dans un logement, mais
c'est pas le Code civil, en fait, qui traite de tout ça, là. Fait que c'est pas les lois concernent le bail. C'est vraiment les lois qui concernent plus les municipalités par rapport à la sécurité incendie, des choses comme ça. Donc, mais sinon, de dire « je te refuse parce que tu as un enfant », ça, c'est pas possible. Ouais, OK. On entend aussi souvent parler de des dépôts demandés à la signature d'un bail. C'est-tu légal de demander un dépôt? Non, c'est illégal. Puis, tu sais, en ça, la loi au Québec se démarque parce que dans toutes les autres provinces au Canada, le dépôt de garantie est légal. Il y a à plusieurs reprises la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic, a poussé pour que le dépôt de garantie soit légalisé et ça n'a jamais fonctionné. Donc, en résumé, le seul argent que votre propriétaire peut avoir d'avance, c'est le paiement du premier loyer. Donc, mettons, j'emménage en juillet, puis là, on est en mars, mais j'ai signé un bail pour juillet, mais là, le propriétaire pourrait demander de payer le mois de juillet. Comme ça, en fait, c'est ça que la loi permet. Mais quand on arrive en juillet, on ne repaye pas le mois. Tu sais, c'est pas de l'argent de côté pour le propriétaire, c'est vraiment un paiement à l'avance. Sinon, pour le reste, le seul argent que le propriétaire a le droit d'avoir qui vous appartient, c'est le loyer à chaque mois. OK. T'sais, donc, il n'y a pas à posséder de l'argent autre que le paiement du loyer pour le mois où est-ce que vous êtes dans le logement puis vous l'occupez. OK. Aussi, avant de signer un bail, là, qu'est-ce que les gens devraient vérifier? Oui. Une des choses là, qui me vient en tête, c'est l'état du logement. Donc, en gros, là, il y a une loi qui dit que le logement doit être remis en bon état d'habitabilité. C'est des longs mots pour rien, mais qui veulent dire, en gros, faut que ton logement soit propre, qu'il soit fonctionnel. T'sais. Donc, c'est important, je dirais, de quand on visite le logement ou quand on emménage, de prendre des photos du logement. Comme ça, tu sais, la POC au mur, si 3 ans plus tard, on quitte le logement, puis que la même POC que quand on est emménagé, ben, est encore là, on peut, tu sais, prouver que, ben, c'est pas moi qui l'ai fait, cette POC-là. Tu sais, n'importe quel défaut qu'il y a au logement, il y a ça. C'est aussi possible, parce que c'est ça qu'il faut garder en tête à cause de ça, c'est que si on prend pas de photos, en fait, le logement est supposé être remis en bon état. Fait que, à défaut de, comme nous, avoir de la preuve que le logement n'était pas en bon état, le tribunal, quand il va recevoir ses causes, il va dire on part avec le fait qu'on assume que le logement était en bon état. Donc, c'est pour ça que les photos, c'est ça qui vont venir prévenir. C'est vont dire, ben, on a supposé qu'il était en bon état, en effet, mais moi, j'ai le fait que le robinet il coule, il y a une POC au plafond, c'est craqué, tout ce que vous voulez. Puis fait aussi, que, ouais. Ouais, OK, parfait. Puis quand on vient pour signer le bail, on a le papier devant nous. Qu'est-ce qu'on doit vraiment vérifier dessus? Parce que j'imagine qu'il y a des changements un peu aussi qui ont été apportés. Des gens que ça fait 10 ans qu'ils sont au même endroit, puis là, ils signent un nouveau bail. Il y a des choses qui sont nouvelles, j'imagine, à vérifier. Là. Ouais. Ben, je vous dirais de prendre le temps de le lire, puis prendre le temps de voir dans quoi vous vous engagez. Là. Fait que vraiment s'assurer que le montant du loyer inscrit, c'est le bon, que la description du logement, c'est le bon, que toutes les... tu sais, est-ce qu'il y a un stationnement, y a-t-il du déneigement, l'électricité, tu sais, de vraiment mettre ça sur la table clairement pour savoir à quoi on s'engage. Sinon, il y a la section I, si je me souviens bien, qui est une section qui est comme méconnue, mais dans laquelle on vient écrire toutes les réparations qui vont être faites dans l'année. Ça, je trouve que c'est un bon conseil à donner aux locataires parce que souvent, quand on signe un bail, le propriétaire va dire « Ah oui, tes fenêtres, oui, je sais qu'ils sont brisées, mais je vais te les faire dans l'année. » Ou comme « Ah oui, ça, inquiète-toi pas, ça va être fait. Là, je te remets le logement comme ça. » Mais tu sais, si vous êtes capable de dire ben, « Pourquoi qu'on le met pas au bail? »
ça va faire que, dans le fond, le contrat là, qui lie les deux parties, ben, il inclut certaines réparations. Quand c'est dit juste à la va-vite comme ça, ben là, on n'a comme pas vraiment de preuve que les réparations devraient être faites. Fait que ça, c'est à tenir en compte. Sinon, il y a la section G qui est importante parce que, dans le fond, la section G, c'est là que le propriétaire va inscrire le plus faible montant payé dans les 12 derniers mois pour le même logement. Puis, à partir de ce montant-là, si le loyer a augmenté de manière drastique, bien, les locataires y ont un recours en fixation de loyer. Donc, ils peuvent demander au tribunal de faire baisser le loyer selon les taux que le tribunal a. Comme à chaque année, il y a 5 3 puis tout. Fait que, tu sais, si jamais cette année-là, l'augmentation entre les deux locataires est plus élevée que les taux du tribunal, mais là, ce recours-là, ce qui permet, c'est de rebaisser le loyer au taux qui aurait dû être fait, au taux légal, grosso modo. Est-ce qu'on peut l'affaire avec ça quand même? On signe le bail puis on va au tribunal après? Parce que si on dit... OK, parce que si on dit là, avant de signer le bail, il va dire « Ah, ben là, c'est trop cher, je te le louerai pas. » C'est-tu légal? Oui, ben c'est ça. Puis c'est ça qui est bien fait, là, en quelque sorte, la section G. C'est qu'on peut signer un bail à 1400, sachant que l'ancien locataire payait 800. Puis ensuite, tout de suite, on ouvre une demande au TAL, au tribunal administratif du logement, puis on dit « Fais-moi fixer le loyer de manière raisonnable. » Okay. La chose qui est embêtante avec ça, c'est que même si c'est une obligation du propriétaire de remplir la section G, les derniers sondages, ils disaient que je pense que c'était 8 ou 9 locataires sur 10 ne savaient pas c'était quoi l'ancien loyer payé. Okay. Donc, la section G ne va pas être remplie ou il va avoir un mauvais montant d'inscrits. Puis là, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer clairement. Si le bon montant il est inscrit, c'est 10 jours à partir du moment qu'on signe le bail pour aller au TAL. S'il n'y a rien d'écrit, c'est 2 mois à partir du moment qu'on emménage dans le logement pour ouvrir une demande au TAL. Puis s'il y a une fausse information qui est écrite, puis là, le voisin vient nous voir, il nous dit « Ah, ben là, l'autre, il payait bien moins cher, blablabla. » Ben là, c'est 2 mois à partir du moment où on a appris ce que l'ancien locataire payait. Okay. Fait que, je le dis pour que les locataires le gardent en tête parce que c'est tous des recours qui sont vraiment rapides, là, quand on y pense. 10 jours après avoir signé le bail, tu sais, faut que ta décision elle soit prise. Là, tu te laisses pas une semaine pour réfléchir. Ou 2 mois après avoir emménagé. Même là, tu sais, souvent, on est peut-être encore dans les boîtes, en train de changer nos... Tu sais, il y a plein de choses à penser. Ouais. Donc, je le souligne pour dire, tu sais, si les locataires veulent aller là, de s'y prendre d'avance. Y a-t-il des clauses d'un bail que les locataires plutôt que les propriétaires peuvent, qui vont avoir tendance à modifier, mais qu'on peut pas modifier? Je sais pas s'il y a des petites passe-passe des fois qui essayent de passer. Mettons la clause G, c'en est une. Okay. Tu sais, qui est la plus souvent pas remplie, okay. Je dirais. Sinon, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais souvent, il y a ce qu'on appelle des clauses abusives qui vont être mises au bail. Okay. Puis ça, c'est des clauses que, même si c'est inscrit au bail puis que vous l'avez signé, fait que vous avez en quelque sorte consenti à respecter le bail, la loi va dire que vous n'êtes pas obligé de la respecter, cette clause-là. Donc, une de ces clauses-là, qui est comme probablement la plus fréquente, c'est, mettons, si tu as un coloc de plus dans ton appartement, ben tu vas payer 200 $ de plus, tu vas payer 150 $ de plus. Ça, c'est considéré comme une clause abusive. Fait que tu peux signer ton bail puis dire oui, pas de problème. Puis jamais un tribunal va dire que c'était légal de faire ça ou que tu avais en effet à payer plus. Même chose par rapport, mettons, à la cession de bail. Il y a des propriétaires qui vont imposer des frais fixes
à une session de bail. Donc, ils vont dire, bon, ben, on te laisse faire une session de bail, mais ça va te coûter 200 $. Ça aussi, c'est illégal. Dans le fond, la seule chose que les propriétaires peuvent demander comme frais par rapport à une session de bail, c'est un remboursement de ce qu'ils ont dû dépenser, par exemple, pour une enquête de crédit. Mais ça, c'est un remboursement du montant qu'ils ont payé, puis suite au fait que ils ont accepté la personne que vous leur avez présentée. T'sais. Fait qu'ils pourraient pas dire tu payes 200$ puis ensuite on refuse la personne. Ce qu'ils ont le droit de dire, c'est ah oui, on accepte la personne, donc les frais d'enquête de crédit qui nous ont coûté, je sais pas, 90, là, on vous refile la facture, mais c'est une facture, là, c'est pas un frais fixe. Okay. Fait que ça, c'est des clauses abusives que même s'ils sont au bail, on n'est pas tenu de les respecter. Oui. Puis aussi, toutes les gens qui ont des animaux, un chat, ça, c'est une clause qu'on pense pas toujours, mais aussi les fumeurs, tu sais, est-ce que tu peux nous démêler un peu là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont le droit d'exiger, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Ben c'est ça. C'est bien que tu le mentionnes parce qu'il y a des clauses abusives, mais il y en a qui sont pas abusives. Donc, okay. Le droit de fumer dans l'appartement ou les animaux, ça, c'est des clauses que si ça se retrouve au bail, il faut les respecter. Donc, ça aussi, c'est important de le mettre au bail. Là. Si vous avez un chat là, ou un chien, qu'importe, là, que vous souhaitez avoir, demander à ce qu'il soit mis au bail, exiger à ce qu'il soit mis au bail, parce que, puis ça, je vous avoue, je le vois souvent, là, parce que sinon, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les propriétaires, ce qu'ils vont dire, c'est comme, ah, je te le tolère, mais non, on va pas mettre ça au bail, ça va être juste entre nous, mais je te le tolère. Mais qu'après, ça devient comme un levier pour les propriétaires quand ils sont tannés de toi ou quand t'as pas accepté une hausse, par exemple. Ils vont dire, ben regarde, si tu n'acceptes pas la hausse, le droit aux animaux, c'est fini. Ça, j'en ai vu souvent, puis c'est un peu... c'est vraiment plate, en fait, pour les personnes qui ont des animaux, parce que tu sais souvent aussi, s'il y a une personne seule, que, tu sais, leur chien, c'est comme leur enfant, tu sais, ils peuvent pas se départir de leur animal, tu sais, donc ils vont laisser Cannelle partir, tu sais, parce que Fait que c'est ça, de faire attention à la clause sur les animaux, d'être bien sûr de la remplir, puis que ça soit pas juste une entente verbale. Si vous êtes en mesure de le faire vraiment, là, pousser pour que ça soit fait. Si un locataire se doute que ses droits sont pas respectés, c'est quoi la première étape à faire? Nous, ce qu'on suggère le plus souvent, c'est d'avoir un journal de bord ou un carnet. Parce que t'as pas tout le temps des preuves claires là, que, mettons, en termes de harcèlement, là, je sais pas, que ton propriétaire t'écrit un texto noir sur blanc là, que je vais te faire partir. Puis tu sais, des fois, ça va être comme un peu ambigu, il va cogner chez vous à des heures que tu comprends pas, etc. Fait que si on garde un journal de bord, ça nous garde un peu tout en tête ça met sur papier ce qui se passe, puis ça crée de la preuve si on a besoin éventuellement de l'utiliser. Même affaire pour les échanges, essayer de les garder par écrit. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que mettons là que ça dégénère, une situation qui dégénère, puis qu'on a besoin de se rendre au tribunal, mais le tribunal, lui, il va entendre votre plaidoyer, mais il veut des faits, il veut quelque chose d'objectif. Fait que si vous êtes capable de lui dire, le mercredi 11 mars, à 9h du soir, mon propriétaire est venu cogner chez nous, ça devient comme un peu plus concret parce qu'il y a une date, il y a une heure, il y a une description plus détaillée. Puis ça va renforcer votre plaidoyer. Puis comme c'est ça que vous voulez finalement, vous voulez un plaidoyer qui est fort, qui est soutenu, qui est crédible. Ce qui fait qu'ensuite de ça, si votre propriétaire, lui, son plaidoyer, il est très à peu près, puis non, j'ai pas fait ça, ben tu sais, qu'il l'appuie pas, ben tu sais, vous allez, tu sais, votre témoignage va être plus fort que le sien. Fait que, ouais, je dirais ça, c'est une des premières choses qu'on suggère aux locataires, c'est d'avoir un journal de bord, de garder des traces écrites.
Tout ça dans l'optique de, tu sais, si les locataires veulent pas faire valoir leurs droits, préfèrent pas, tu sais, c'est très correct, mais si ça devient utile un jour, là, au moins, on a cette information-là. Fait qu'il vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. En plein ça. Aussi, dans des cas comme ça, est-ce que le comité de logement Bas-Saint-Laurent peut être d'une aide aussi à soutenir les gens là-dedans? Oui, absolument. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est de l'information juridique. Donc, on n'a pas d'avocat, d'avocate dans notre équipe. Fait qu'on peut pas faire du conseil juridique. On peut pas dire aux locataires, faites ça puis vous allez gagner. On peut juste décrire comment la loi fonctionne, comment les procédures fonctionnent, mais on peut pas faire de la recherche de jurisprudence. On peut pas plaider à la place des locataires. Ça, c'est vraiment de la job d'avocat. Mais souvent, juste avec l'information juridique, les locataires vont comme beaucoup en apprendre quand même, sans que ce soit du conseil juridique. Après, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Là, par exemple, il y a des locataires qui vont nous appeler et qui vont nous demander combien d'argent je devrais demander, ou est-ce que je devrais faire ça ou ça, je peux pas. C'est du conseil juridique, puis je servirais personne en le faisant, là, fait que c'est mieux de connaître les limites, mais de l'information juridique, d'écrire les lois, ça, on peut le faire, puis des fois, juste un appel aussi, ça peut nous aider à démêler un peu nos idées, là. Fait que un appel ou un courriel à nous écrire. Sur notre site Internet aussi, on a une bulle où est-ce que les gens peuvent nous envoyer un message. Puis ça, je regarde ça tous les jours. Fait que je réponds. Des fois, c'est plus long à répondre quand on a beaucoup de demandes, mais on répond à tout. Parfait. Donc, aurais-tu, en résumé, à la fin, 3 conseils rapides à donner à quelqu'un? Alors, je dis 3, là, mais on va être plus un petit peu, là. Mais quelques conseils rapides, essentiels à quelqu'un qui cherche un logement présentement. Ouais, OK. Je vais essayer. Pas signer de bail avant d'avoir visité un logement. Donc, il faut vraiment le visiter, être sûr que c'est le bon logement qui est en bon état avant qu'on nous promet puis qui est en bon état avant de le signer. Si on a fait une demande de location, donc si on a signifié notre intention de signer un bail puis que finalement on signe un autre bail, bien là, c'est important de retirer notre demande de location, notre première demande de location qu'on a fait, parce que sinon, on pourrait s'être engagé dans 2 bails. Puis, le dépôt de garantie, il est illégal au Québec. Donc, si votre propriétaire, vous lui avez donné un dépôt de garantie, bien là, c'est très facile d'aller le récupérer. On envoie une mise en demeure, on demande le montant, puis sinon, on ouvre un dossier rapidement au TAL. C'est des causes qui sont pas très ambiguës, mettons. Fait que je dirais ces 3-là. Visiter le logement, retirer sa demande de location, puis de savoir que le dépôt de garantie est illégal. Parfait. Puis en terminant, juste comment est-ce qu'on peut vous contacter? Pourquoi est-ce qu'on peut vous contacter pour ces raisons-là, pour la recherche d'un logement, et comment on vous contacte? C'est ça. C'est sûr, nous, on fait des questions de droit, donc on ne va pas aider les locataires à chercher un logement, mais comme on l'a dit, il y a des services d'aide à la recherche de logement. Sinon, par téléphone, 418-725-4483. Sinon, sur notre site Internet, comitélogementbsl.com ou sur notre adresse courriel qui est comitélogementbsl@gmail.com. Sinon, Facebook, Messenger aussi, Comité Logement Bas-Saint-Laurent. Toutes les portes d'entrée, je vais toutes les vérifier une fois par jour pour voir c'est qui nous a écrit. Parfait. Super bien. Merci beaucoup, Thomas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. On est en plein dans le temps des impôts, donc on a décidé de rediffuser une chronique que nous avons fait avec Julien Lafond de chez MNP afin d'avoir quelques petits trucs afin de s'assurer de bien faire ses impôts. Bonjour Julien. Bonjour Carl. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Écoute, en gros, là, comment on fait pour bien se préparer pour faire nos impôts?
Bien, premièrement, il n'est jamais trop tard pour bien se préparer. Puis aussi budgéter nos placements. Les cotisations REER, on sait qu'on a jusqu'au 1er mars de l'année civile suivante pour faire nos cotisations REER pour l'année civile 2025. Donc, le budgéter, des fois, ça ne fait pas partie d'une dépense. Fait qu'on on peut s'y prendre un peu plus de bonheur pour budgéter ça. Ben oui, c'est ça. C'est quoi les dates limites pour produire cette déclaration de revenus? Normalement, si on n'est pas travailleur autonome, c'est le 30 avril de chaque année, pour produire, c'est la date limite pour produire le rapport d'impôt pour l'année civile précédente. Okay. Si vous êtes travailleur autonome ou que votre conjoint est considéré comme travailleur autonome, vous avez à ce moment-là jusqu'au 15 juin pour transmettre vos déclarations fiscales à Revenu Canada et Revenu Québec. Par contre, s'il y a un solde d'impôt à payer, il faudrait le payer avant le 30 avril. C'est de là l'importance de faire des acomptes provisionnels pour les gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Puis quand je parle de travailleurs autonomes, c'est des gens qui ont une petite entreprise individuelle, qui déclarent leurs revenus puis leurs dépenses d'entreprise sur leur rapport d'impôt. À ce moment-là, si vous pensez faire un profit, c'est important de payer votre impôt avant le 30 avril de chaque année pour éviter de déclencher des intérêts, même si vous avez jusqu'au 15 juin pour transmettre vos déclarations fiscales. OK. Et là, mettons, on a des impôts à payer, puis on ne peut pas les payer à temps. C'est quoi la démarche à faire? Est-ce que, j'imagine, il faut appeler l'agence du revenu? ça l'arrive, là. Ça l'arrive. Si jamais vous avez des surprises au niveau de l'impôt, vous n'êtes pas capable d'acquitter vos sols, la dernière chose qu'il faut faire, c'est ignorer ça, là. Fait que nous, ce qu'on conseille, c'est de prendre les devants et d'appeler Revenu Canada, Revenu Québec, de prendre des ententes de paiement avec eux directement. Souvent, ils vont tolérer une entente jusqu'à 12 mois pour étaler les paiements. Par contre, c'est important dans ces cas-là de revoir le budget parce que non seulement vous avez un sol courant à rattraper, mais des fois aussi, il y a peut-être des situations où tu as des acomptes provisionnels à faire en plus. Ça peut rapidement causer des surprises sur un budget. Là. Fait qu'idéalement, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation-là. OK. Et c'est quoi les mesures fiscales maintenant pour les aînés en 2025? Il n'y a pas beaucoup de nouveautés selon les derniers budgets fédéral, provincial qui sont sortis dans la dernière année. Par contre, pour les aînés, je pense au crédit pour maintien à domicile, par exemple, pour les personnes âgées. C'est un crédit qui est remboursable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de payer d'impôts pour avoir le droit à un remboursement. Ces crédits-là sont un peu plus rares, mais le crédit pour maintien à domicile, ce qu'il permet, permet de rembourser une partie des dépenses, par exemple, d'aide à la cuisine ou entretien ménager, lavage de vitres, entretien de la pelouse, etc., pour favoriser le maintien à domicile. Puis, ce crédit-là s'applique également aux personnes qui peuvent être en résidence pour personnes âgées. Donc, si jamais vous profitez d'un service de repas, 2-3 repas par jour, il y a une partie de ces frais-là qui peut être admissible au crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile. J'ouvre une petite parenthèse. Au niveau de ce crédit-là, les personnes aînées peuvent avoir le droit à des versements anticipés de ce crédit-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre de produire votre déclaration fiscale pour avoir votre remboursement d'impôt. Il y a moyen de l'avoir à tous les mois, ce crédit-là, en remplissant des formulaires. Par contre, il faut faire attention de bien estimer les services que vous comptez consommer dans l'année et payer pour ne pas arriver à la fin de l'année sur votre rapport d'impôt puis que finalement, c'est vous qui devez rembourser des sous au gouvernement. Fait que le versement anticipé, c'est un bon mécanisme pour les personnes, surtout à revenus plus modestes, là, qui auraient besoin de ces sous-là pour subvenir à leurs besoins. Puis là, moi, j'ai rénové cette année. J'ai fait, je n'ai pas payé un contracteur, mais j'ai fait quand même des rénovations un peu dans la maison. Est-ce qu'on a droit à des crédits d'impôt pour ça? Oui. Par contre, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport aux dernières années. Ce qui me vient en tête rapidement, on a le crédit d'impôt pour assainissement des eaux ou installation septique. Fait que moindrement, quelqu'un qui a changé ou rénové sa fosse septique ou ses installations septiques, ça peut aller jusqu'au réservoir d'eau chaude, adoucisseur d'eau, toutes les rénovations aussi qui entourent les installations septiques. Par exemple, vous avez démoli une salle de bain au sous-sol pour passer de la tuyauterie, etc., mais la reconstruction de la salle de bain, dans mon exemple, peut être
peut se qualifier aussi à ce crédit-là. Fait que c'est un crédit qui oscille autour de 5 000 $, qui peut aller jusqu'à 5 000 $. Fait que c'est un crédit intéressant qui existe encore. Sinon, on sort un petit peu de l'impôt, mais il existe aussi des programmes là, qui étaient admissibles jusqu'en octobre 2025 avec Renault Climat. Là. C'est en dehors de la déclaration d'impôt, mais les gens ont accès à ça aussi sur le site du gouvernement du Québec. Sinon, si les rénovations que tu as faites, par exemple, c'est des rénovations majeures, selon plusieurs critères, là, ça pourrait se qualifier de rénovation majeure au niveau de la TPS-TVQ. Vous pourriez avoir le droit à un remboursement partiel là, de la TPS-TVQ que vous avez payé pour les entrepreneurs et les travaux qui ont eu lieu sur votre résidence. OK. Et là, on habite dans la vallée de la Matapédia. Est-ce qu'il y a des crédits d'impôt, pas pour la vallée de la Matapédia, mais est-ce qu'il y a des crédits d'impôt qui sont propres à notre région ici? Oui, puis c'est un des avantages aussi de faire vos impôts par une entreprise de la région, parce que, tu sais, on voit de plus en plus des entreprises qui font des impôts en ligne à Montréal. Des fois, il y a même de l'impartition qui se fait outre-mer, etc. C'est pas mauvais. Par contre, ces gens-là peuvent être moins au parfum des particularités régionales. Comme par exemple, il y a deux choses qui me viennent en tête. Tu as le crédit d'impôt pour nouveaux diplômés en région ressources. Donc, c'est un crédit qui s'adresse aux diplômés souvent universitaires ou techniques ou même DEP. Là. Ils peuvent être admissibles à ça. Le critère principal, c'est de travailler dans son domaine suivant les 2 années, la date de diplomation. Travailler dans le domaine. Puis ça peut donner le droit à un crédit là, qui va jusqu'à 10 000 $, jusqu'à un maximum de 3 000 $ par année. Puis ça, c'est un crédit d'impôt qui est quand même assez payant. Là. Donc, le jeune professionnel qui commence à travailler ou le jeune technicien qui commence à travailler, bien, première année qu'il fait son rapport d'impôt, il reçoit un remboursement d'impôt de 3 000 $ du provincial. Ça peut faire une belle mise de fonds sur une maison ou sur d'autres projets ou rembourser une dette d'études, par exemple. Il y a plein de stratégies aussi qui peuvent être appliquées pour avoir le droit à ce crédit-là parce que, par exemple, un travailleur autonome, c'est pas rare qu'un travailleur autonome, il part à son compte après ses études. Un jeune chiropraticien, par exemple, ou ça peut être un travailleur forestier également qui part à son compte, etc. Il est étudiant en technique de la foresterie. Il pourrait avoir le droit à ce crédit-là. Par contre, il faut être salarié. Quand on est travailleur autonome, on n'a pas de salaire. On vit sur les revenus moins les dépenses. On vit sur le profit. C'est maintenant l'heure de l'agenda culturel de la semaine. Donc, tout d'abord, du côté de Diffusion Mordicus, jeudi le 19 mars, François Bellefeuille vient nous présenter son spectacle Sauvage. Maintenant, du côté de la microbrasserie La Captive, le 13 mars, il y aura l'humoriste Mike Patterson qui sera en spectacle. Et le 20 mars, toujours à la microbrasserie La Captive, il y aura un 5 à 7 politique qui est organisé par la Chambre des commerces et c'est ouvert aux personnes qui ne sont pas membres de la Chambre, mais vous devez vous procurer un billet à l'avance via l'événement Facebook. Ce samedi, le 14 mars, le club de curling de la Vallée vous invite à essayer gratuitement le curling lors d'un spécial porte ouverte entre 10h et midi pour les personnes de 18 ans et plus. Il faut réserver par courriel au curlingvalley@gmail.com. La soirée de lancement de l'Aquaneige 2026 aura lieu le 14 mars à 18h30 avec au programme un souper fondu et un humoriste présenté par le festival à Amqui, Encans Silencieux et DJ. Du côté du Cinéma Figaro, à l'affiche du 13 au 19 mars, le film Sauteur ainsi que Young Blood, le hockey dans le sang sont toujours à l'affiche et le drame romantique Souvenir de lui prend l'affiche. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, la MRC de la Matapédia propose 2 activités, soit le 21 mars de 13h à 15h30 à la salle 50 ans et plus de Côte-Abscale, il y aura une activité d'initiation de broderie sous le thème « Point par point, avançons ensemble ». C'est gratuit, mais il faut s'inscrire en appelant au bureau de la MRC de la Matapédia. La deuxième activité est la présentation du film Dounia et la princesse d'Alep le dimanche 22 mars à 10h
19h au cinéma Figaro d'Amqui. Il y aura animation et prix de présence avec la librairie Chexa. L'accès au film est gratuit, il n'y a pas d'inscription nécessaire. Il ne faut que prévoir des sous si vous voulez acheter des consommations. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, vous pouvez nous écrire à l'adresse journaliste@tvcmatapédia.com. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cet épisode d'Info.tvc. N'oubliez pas que ce dimanche 12h30, il y aura Télé Bingo. Donc, on se revoit la semaine prochaine.